Voici la deuxième partie de cette vidéo numéro 3 sur Charlemagne et les Carolingiens. Rappelez-vous, Charlemagne a énormément agrandi son royaume, on parle même maintenant d'un empire, et il arrive à gérer et organiser son royaume grâce à plusieurs systèmes. Le premier, c'est d'avoir divisé tout son royaume en petites régions, d'accord, en 300 petites régions qui sont dirigées elles-mêmes par des comtes. Il a également mis en place les missi dominici qui sont chargés de surveiller ce que font les comtes, et également au sein de chaque région le système de vassalité, donc des jeunes seigneurs qui lui doivent obéissance puisque Charlemagne leur a accordé un terrain et aussi de l'argent. Donc à la mort de Charlemagne, c'est son fils Louis le Pieux qui reprend tout cet empire. Malheureusement, il a de plus en plus de mal, Louis le Pieux, à diriger un empire aussi vaste. Malgré ce qu'a mis en place Charlemagne, l'empire est tellement énorme qu'il est compliqué de diriger tout le monde. À la mort de Louis le Pieux, il y a trois fils, donc on est toujours dans la famille de Charlemagne, les Carolingiens. Parmi ces trois fils, l'empire est tellement difficile à diriger car il est trop grand, ils décident lors du traité de Verdun de partager l'empire. Donc en 843, lors du traité de Verdun, c'est le partage de l'empire, date importante à connaître. Un des fils, le premier, Charles, administrera la Francie occidentale. Donc vous la voyez ici, il y a un des fils qui va s'occuper de cette zone-là, et c'est ce qui deviendra plus tard la France. Lothaire, lui, va régner sur la Lotharingie, donc c'est cette partie qui est au milieu, en vert. Et Louis, le dernier des trois fils, va régner, lui, sur la Francie orientale, qui deviendra plus tard l'Allemagne. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où ce royaume est divisé, vers 843, on a de nouveau des épisodes d'invasion. Alors on ne parle plus d'invasion barbare, mais c'est exactement de même nature. On a des Vikings qui vont arriver en bateau par le nord, on a aussi des Hongrois qui vont arriver par l'est, et toujours les Sarrasins, vous vous rappelez que Charles Martel avait arrêté à Poitiers, qui remontent ici par le sud. Donc l'Empire est attaqué et divisé en trois morceaux. Pour résister, les rois, donc ces trois rois, les trois fils de Louis le Pieux, ils recrutent des hommes pour défendre leur territoire. Et ces hommes, ce sont d'abord des comtes. Donc ils vont demander, rappelez-vous, à ces comtes de chaque région de regrouper des soldats et d'aller défendre le royaume. Bien évidemment, une fois de plus, on se rend compte que les personnes qui sont importantes pour défendre le royaume, finalement, ce ne sont pas les rois, mais ce sont les comtes, puisque ce sont les comtes qui vont se battre. Donc les comtes et leurs vassaux, rappelez-vous, au sein de chaque région, on a aussi des vassaux, des jeunes seigneurs, qui vont prendre de plus en plus d'importance au détriment des rois. Bah, bien évidemment, imaginez vous habitez ici, dans le sud de la France. Vous avez votre roi qui habite dans le nord de la France, et quand on vous attaque, vous voyez que les seules personnes qui vous défendent, ce sont les comtes et les seigneurs. Eh bien, les gens du royaume, en Francie occidentale, ont plus confiance dans les comtes et les seigneurs que dans leur roi. Donc peu à peu, l'autorité du roi s'affaiblit, et en 987, les comtes choisissent un nouveau roi qui est Hugues Capet, et qui n'est pas de la famille des Carolingiens. Donc, comme on a un roi qui n'est plus de la famille des Carolingiens, une fois de plus, on fonde une nouvelle dynastie, c'est la troisième, et c'est celle des Capétiens, comme Hugues Capet. Donc si on reprend un petit peu ici, la dynastie carolingienne, on avait d'abord eu donc Charles Martel, qui était comte du palais, pas comte, maire du palais, pardon. Ensuite, on a eu son fils Pépin le Bref, qui est devenu roi, qui a repoussé le dernier des Mérovingiens et qui a créé la nouvelle dynastie carolingienne. Après Pépin le Bref, on a eu Charlemagne. Ensuite, son fils Louis le Pieux, qui a du mal à gérer cet empire, et donc ses enfants, Lothaire Ier, Louis II et Charles II, qui se partagent l'empire de Charlemagne en trois morceaux. D'accord? Ici, on a pareil la petite frise, donc vous verrez la semaine prochaine, là en reprenant, on la retravaillera cette frise, hein. On essaiera d'en construire une. On avait d'abord les Mérovingiens, ensuite les Carolingiens, et à la suite, on va avoir les Capétiens. On a eu Charles Martel qui a arrêté les Arabes à Poitiers en 732, Pépin le Bref qui devient donc roi des Francs,
c'est la fin des Mérovingiens et le début des Carolingiens. Le sacre de Charlemagne qui crée cet immense empire. Ensuite, après ça, Charlemagne, Louis le Pieux, puis ensuite ses trois fils, et en même temps le partage de l'empire avec ses trois fils. Et on a également ces nouvelles invasions barbares au nord, à l'est et au sud, et qui compliquent l'organisation du royaume, et qui font que les comtes et les vassaux prennent de plus en plus de pouvoir, et c'est finalement un nouveau roi, Hugues Capet, qui crée une nouvelle dynastie, les Capétiens. Donc bon, le petit résumé reprend ça. Ce qu'on va regarder maintenant, c'est ce que vous avez eu comme travail à faire en lien avec ces documents. Donc, observe le document et réponds aux questions. D'où provient ce texte? Alors, je relis le texte. L'empereur Charles a choisi les hommes les plus aisés et les plus avisés, pardon, et les a envoyés dans tout le royaume. Il leur a ordonné de se renseigner activement et de l'informer sur les pratiques contraires à la loi, que personne ne s'opposait à la loi en vigueur, que les comtes veillent à ce que les missies puissent aller à travers leur domaine sans être empêchés, s'ils veulent conserver la faveur de l'empereur, d'après le capitulaire des Missi Dominici. Alors ça, c'est ce dont on a parlé la dernière fois dans la vidéo, la première partie de la vidéo 3. Ici, on a une capitulaire, d'accord? C'est une loi, un capitulaire, d'accord? C'est Charlemagne qui fait écrire ces capitulaires, rappelez-vous, par les moines copistes. Donc d'où provient ce texte? C'est un capitulaire de 802. C'est marqué ici, hein. Qui l'a écrit? C'est Charlemagne qui l'a écrit, mais ensuite il est recopié par les moines copistes pour être transmis dans tout l'Empire. Il parle de quoi? Il parle du rôle des missi dominici. Rappelez-vous, ces conseillers très proches de Charlemagne, dont le travail est de surveiller les comptes. À quelles sanctions s'exposent les contrevenants? On nous explique dans ce document que les missi dominici, ils puissent aller à travers leur domaine sans être empêchés. En gros, ce document dit que les missi dominici peuvent aller où ils veulent dans le royaume, il ne faut pas les bloquer, et s'ils ne peuvent pas aller où ils veulent, aller surveiller les comptes, alors à ce moment-là, les comtes risquent de perdre la faveur de l'empereur. Donc la faveur, ça veut dire que Charlemagne, qui est l'empereur, n'acceptera plus que cette personne qui a refusé le déplacement des missi dominici soit comte, et donc il peut lui enlever son rôle de comte, ou même l'exécuter s'il pose problème. Qu'est-ce qu'un capitulaire? Donc on l'avait dit, c'est une loi. D'accord? 2. Explique comment était organisé l'empire de Charlemagne. Alors ça, on l'a répété et répété. L'empire de Charlemagne, il est organisé en 300 provinces, dirigées par des comtes qui rendent la justice, prélèvent l'impôt et rassemblent les armées. Ça, c'est à savoir par cœur. Les missi dominici sont chargés de vérifier que les capitulaires et les instructions dictées par l'empereur sont appliquées et respectées. Donc, les missi dominici, leur travail, c'est de veiller à ce que les comtes fassent bien ce que dit l'empereur. 3. Quel était le rêve de Charlemagne en créant un tel empire? Le rêve de Charlemagne est de répandre le christianisme dans tout l'Occident. Rappelez-vous, Charlemagne veut un empire immense et il veut que tout le monde ait la même religion chrétienne dans son empire. Qu'est-ce que le principe de vassalité développé par Charlemagne? Pourquoi est-ce important? Tous les hommes libres âgés de 12 ans doivent prêter allégeance au roi et jurer fidélité en échange de terres et de biens. Donc les jeunes seigneurs doivent prêter allégeance au roi, dire oui nous obéissons au roi, et en échange Charlemagne leur donne des terres et des biens. Ainsi, pourquoi c'est important? Mais Charlemagne, il est assuré de pouvoir compter sur des hommes fidèles prêts à combattre pour lui. Ces jeunes hommes ont fait un serment, ils sont obligés de s'y tenir, et s'ils ne le respectent pas, ils seraient assassinés, hein. Donc Charlemagne, lui, garde la main mise sur ces personnes qui sont importantes dans les régions. Observe le document et réponds aux questions. Donc ici, on a une lettre de Charlemagne à Fulrad, abbé de Saint-Quentin. Qui est l'auteur de cette lettre? C'est Charlemagne, c'est écrit ici, c'est une lettre de Charlemagne. À qui s'adresse-t-elle? À l'abbé de Saint-Quentin. Donc l'abbé, c'est un religieux. Quels sont les 4 éléments indispensables pour faire la guerre? Donc là, bon, vous les avez dans le texte, d'accord? Souligne en bleu les outils, alors des cognets, des haches, des pioches, des pelles de fer. Souligne en rouge les armes.
son écu, sa lance, son épée longue et sa courte épée, son arc, son carquois et ses flèches. Son écu, c'est son bouclier, hein, si vous préférez, mais c'est qu'on a l'écu dessus qui représente la famille à laquelle on appartient. Combien de temps pouvait durer une campagne? Une campagne peut durer 6 mois. Ces informations-là, elles sont à titre informatif. Bien évidemment, je ne vous évaluerai pas sur ces détails-là. Mais c'est important de savoir comment se passait la guerre à l'époque. Quelles sont les mesures prises par Charlemagne pour assurer la renaissance carolingienne? Il encourage la pratique de la lecture et de l'écriture, les lois sont écrites, des moines recopient les textes saints, le clergé dispense un enseignement scolaire pour tous. Donc rappelez-vous, il fait copier des lois, forcément il faut que les gens puissent les lire et d'autres les écrire, donc il rend l'école et l'enseignement obligatoires pour tous. Alors quand on dit pour tous, c'est entre guillemets, hein, les paysans, les personnes qui travaillent dans les champs, ces personnes-là n'iront jamais dans l'école. Pour tous, c'est à prendre entre guillemets, hein. Mais on verra ça un peu mieux dans la société féodale après. Observe le document. Donc ici, on a un petit document qui est assez important. Pleurez, race des Francs, car l'Empire gît à présent dans la poussière. Il n'y avait qu'un chef, il n'y avait qu'un peuple. Les gens vivaient dans la paix et la force des armes, frappaient l'ennemi d'épouvante. Une justice en éveil, mettait le crime en fuite. Mais à présent, ce pouvoir est foulé aux pieds de tous, dépouillé de sa couronne. L'Empire a perdu en même temps son nom et sa splendeur. L'unité royale s'est brisée en 3 morceaux. Donc de quoi on parle? Eh bien ici on parle de cette fameuse séparation. Vous vous rappelez, Louis le Pieux a du mal à organiser le royaume et à sa mort, ses 3 fils partagent l'empire de Charlemagne. Donc c'est quelqu'un qui est déçu de cette séparation. L'empire était puissant, très grand, très organisé et finalement eh ben, il est divisé en 843 lors du traité de Verdun. C'est pour ça qu'on dit pleurer race des Francs parce qu'à la base c'était l'empire des Francs. Explique les mots et expressions en gras. Un chef, donc c'est le roi des Francs. Il n'y avait qu'un chef. Donc au début c'était Clovis, on a eu Dagobert, ensuite on a eu pas Louis le Pieux, on a eu Charles Martel, ensuite on a eu son fils Pépin le Bref, ensuite on a eu Charlemagne, donc un chef c'est le roi des Francs. Le peuple, eh ben, c'est le peuple franc, ce peuple qui était arrivé lors des invasions barbares et qui finalement a eu tout ce territoire. Après le traité de Verdun en 843, les 3 fils de Louis le Pieux se partagent le royaume des Francs. Donc l'unité royale s'est brisée, ça veut dire qu'il n'y avait qu'un seul chef et elle s'est brisée en 3 morceaux. Donc voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu mieux ces documents. À partir de la semaine prochaine, donc on reprend et on travaillera donc sur la société. Comment se passent les choses au sein de la société féodale et au sein de cette période, hein. On ne peut pas avancer plus dans le temps. Voilà.